Pendant 14 ans, Olivier portait une arme. Aujourd'hui, c'est le projet de ses clients qu'il porte entre ses mains. Pourquoi un officier de police judiciaire a quitté la gendarmerie pour l'immobilier? Olivier, raconte-nous. Bonjour Jordan, donc je suis Olivier, 46 ans, je suis père de 2 enfants. Et effectivement, pendant 14 ans, j'étais officier de police judiciaire auprès de la gendarmerie nationale et depuis 5 ans maintenant, reconversion professionnelle dans l'immobilier. Et du coup, qu'est-ce que tu as vécu que les gens n'imaginent pas en tant qu'officier de police judiciaire? Des choses que les gens n'imaginent pas. C'est vraiment un tout en fait, c'est les missions, les interventions, il y a toujours des missions qui choquent un peu plus que d'autres, mais bon, maintenant avec tout ce qu'on voit sur les réseaux et sur les films, il n'y a pas beaucoup de choses que les gens fantasment et n'imaginent plus en fait. Une intervention ou une situation qui t'a marqué à vie ou quelque chose qui t'a vraiment pris sur le fait quoi? Concrètement, moi, que je suis rentré en gendarmerie, c'est pas vraiment une intervention ou une situation, c'est l'accumulation des situations qui font que ça te marque à vie. C'est-à-dire les choses qui vont vraiment marquer une personne lambda, parce que moi quand je suis arrivé, je connaissais absolument rien au milieu de la PJ, au milieu de la gendarmerie, puisque moi je me suis spécialisé là-dedans. Je vais dire que c'est les premières affaires avec les enfants, les premiers cadavres, tout genre de choses, oui ça te marque, les premières autopsies. Mais c'est pas une situation en particulier, c'est vraiment l'ensemble des situations qui font que ça te marque vraiment profondément, quoi. Comment on réagit justement à son premier cadavre? En vrai, j'ai envie de te dire, c'est encore une fois, c'est... Quand t'es arrivé comme ça là devant, qu'est-ce que t'as ressenti? L'intervention à laquelle je pense, par exemple, c'est... je venais d'arriver en PJ, puisque moi j'ai fait 14 ans, mais j'ai pas fait 14 ans de PJ. J'ai commencé d'abord en tant que brigadier, comme beaucoup de gendarmes. Je me suis spécialisé après en PJ en passant le bloc au PJ. Et lorsque je suis arrivé dans mon unité PJ, très rapidement j'ai été binômé donc avec des anciens. Et lors d'une permanence, j'ai été confronté à mon premier cadavre, puisque j'ai été directement sur une histoire de meurtre. Et c'était sous un fond de stup, deux gars qui s'étaient tirés dessus. Donc tu arrives dans la pièce et effectivement tu as un type qui est allongé au sol, avec, il venait de se faire allumer par son collègue. Et j'ai envie de te dire que sur le coup, tu n'analyses pas vraiment la situation. Tu fais froidement ton boulot, et c'est quand tu rentres chez toi, quelques jours après, où vraiment tu vas analyser, tu vas digérer l'information. Mais sur le coup, beaucoup de gens pourraient penser que tu tombes en sidération, ou que tu te mets à pleurer, ou que tu es apeuré, ou ce genre de choses. Et en fait, non, tu te rends compte que, bizarrement... inconsciemment, tu occultes et exactement. ton cerveau, il arrive à... Tu fais ton taf sans trop des fois savoir, parce que moi j'étais jeune OPJ et j'arrivais sur une scène comme ça sans trop savoir par où commencer. Mais aiguillé par des chefs de groupe ou par des collègues, tu fais ce que tu as à faire, tu récoltes tes preuves et indices. Et c'est après, bien souvent, quand tu fais ce qu'on appelle des dégagements dans le milieu, donc tu te retrouves entre collègues, entre potes à rediscuter de ces affaires-là, c'est là où tu prends vraiment conscience de la situation et tu te dis ouais, je viens de voir un mec étendu quoi. Donc ouais, c'est ce genre de choses qui pourrait être marquant, mais au même titre que les affaires, d'autres affaires d'agression quelconque, que ce soit d'agression sexuelle ou des agressions physiques, agression au couteau ou agression à tout ce que tu veux. C'est sur le coup tu fais ton job, et c'est qu'après que tu vas analyser la situation et te dire merde ouais. C'était quand même chaud quoi. Ouais. Donc, voilà. Alors du coup, tu es monté jusqu'à officier police judiciaire. Qu'est-ce que ça a représenté pour toi? Qu'est-ce que tu as ressenti? Pourquoi OPJ? Alors pourquoi OPJ? Alors en fait, moi je rentre en gendarmerie tout à fait par hasard. Voilà, on pourra reparler après si tu veux de mon parcours professionnel, mais j'arrive sur le tard en gendarmerie, parce que j'arrive à 29 ans. Et je concevais pas de rester... tous les métiers sont viables en gendarmerie, il n'y a pas de souci. Mais moi je ne concevais pas d'arriver en gendarmerie et de ne pas rentrer en police judiciaire. Pourquoi? Parce que j'ai été bercé par pas mal de films de flics. Gros fan de Olivier Marchal et tout, un peu l'univers un peu sombre de la PJ. Et c'est vrai que c'était l'enquête, la chasse, c'était quelque chose qui m'intéressait. Donc je suis rentré en gendarmerie pour ça.
J'ai fait mes armes en tant que jeune gendarme de brigadier, hein, comme tout le monde, et très vite j'ai passé mon bloc OPJ. Donc 2 années de formation, 2 années d'examen, et à l'issue, forcément, voilà, grosse fierté parce que ça y est, j'allais bosser pour moi, j'allais avoir des enquêtes un peu plus punchy que le simple vol de voiture ou tentative de cambriolage. Hein. J'allais pouvoir faire des enquêtes, mener des enquêtes de long terme et aller chasser un peu du poisson, quoi. Ouais, te sentir plus serviable, plus... Ouais, cool, hein, c'était cool. Ok. Est-ce qu'il y a eu un moment précis où tu t'es dit non, je ferai pas ça toute ma vie? Sur la fin. Ouais, sur la fin, parce que j'ai vécu la transition. En fait, quand je suis rentré en gendarmerie, moi, le ministère de la Défense était. Enfin, la gendarmerie était gérée à 100% par le ministère de la Défense. Et j'ai vécu le rapprochement de police-gendarmerie. À l'époque, quand le ministère de la Défense gérait complètement la gendarmerie, il n'y avait pas cette culture du résultat, cette culture du chiffre en tout cas. Et quand on est passé. Enfin, quand on est passé. Feu jadis quand j'étais gendarme, et qu'on est passé sous l'égide du ministère de l'Intérieur, là il y a eu des statistiques qui ont été demandées, pas mal de chiffres qui ont été demandés et qui n'étaient pas forcément en raccord avec les valeurs pour lesquelles j'étais rentré en gendarmerie, et en tout cas les valeurs pour lesquelles j'avais passé mon bloc OPJ. Et puis après tout a commencé à changer. Toute la gendarmerie a profondément changé de l'intérieur. C'était plus le même esprit que j'avais connu moi quand j'étais rentré dedans. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit ouais, je vais pas pouvoir continuer comme ça ad vitam aeternam. Et puis quand tu es en PJ, tu travailles un peu au sifflet en fait. Tu as des semaines de permanence durant lesquelles tu as ton téléphone de permanence et tu es corvéable à merci dès que c'est le terrain qui commande en fait. Donc dès qu'il y a quelque chose, tu dégages. Donc que tu sois chez toi à 2h du matin, que tu sois à une fête d'anniversaire, que tu sois à n'importe quoi. Ouais, faut que tu y ailles. Faut que tu y ailles. Donc ça, c'est vrai que sur la longue, ça peut être un peu pesant. Et comment on gère la famille avec ça, que ça soit au niveau du temps de travail, des émotions, parce que j'imagine que des fois tu dois rentrer chez toi parce que justement, voilà, tu étais peut-être sur une affaire assez compliquée, qu'elle soit compliquée au niveau physique ou émotionnel. Étant donné que justement on a l'après-coup quand on rentre chez soi, comment ça se passe quand on rentre chez soi après une grosse affaire ou... Déjà, c'est pas forcément facile parce que alors forcément quand t'es gendarme, tu habites en caserne. Donc forcément ton conjoint ou ta conjointe, qui elle bien souvent ou lui est dans le civil, peut pas vraiment comprendre ce que tu vis au jour le jour, puisqu'elle ne fait pas partie de l'institution. Et c'est vrai que c'est compliqué d'arriver. Tout le monde te demande. C'est comme tu disais tout à l'heure en début d'interview entre guillemets. Les gens qui connaissent pas le milieu vont forcément te demander des détails, qu'est-ce que tu as fait, comment c'est. Oui, puis en plus, normalement, tu n'as pas trop le droit de parler, j'imagine. Ouais. Voilà. Enfin, tu peux raconter des petites choses, j'imagine. Et puis, toutes les choses sont pas bonnes à dire. Ouais. En fait, quand tu es tous ces métiers, police, gendarmerie, pompier, même infirmier ou ce genre de choses, enfin surtout police, gendarmerie, pompier, tu vas manipuler ce que l'humain a de plus mauvais en fait. Voilà, tu vas vraiment aller chercher des trucs pas beaux, t'interviens sur des trucs vraiment sales. Et c'est compliqué de rentrer le soir chez toi et de dire bah tiens ma chérie, je suis allé chercher un type qui a violé ses gamins, ou qui a tabassé sa femme. C'est compliqué, donc tu peux pas échanger au même titre que tu pourrais échanger aujourd'hui, tu vois, lorsque je fais des visites ou une prise de mandat ou autre, c'est plus facile, le rapport est plus simple. Donc tu essayes de protéger un peu ta famille et de toute cette noirceur que tu accumules au jour le jour. Et du coup tu te protèges pas toi, parce que bon, tu as des amis qui sont aussi qui ont des longues carrières et c'est vrai que t'emmagasines beaucoup en fait. Et puis de toute façon tu gardes tout. T'es toujours en vase clos. Ouais. Donc c'est valable aussi en police, mais en gendarmerie, si tu veux, tu as tes amis sont tes collègues. Tu passes plus de temps avec tes. En fait, ça devient ta deuxième famille. Tu passes plus de temps avec tes collègues que réellement avec ta famille. Et ce qui peut vraiment être frustrant, c'est que des fois, comme tu habites en caserne, ton lieu de travail est sur ton lieu d'habitation.
Donc tu as bien souvent une cour qui va séparer les bâtiments d'habitation des bâtiments de travail. Et ce qui peut être vraiment frustrant, c'est que des fois tu es dans ton bureau, tu sais que tu pars pour 48, 72, voire 96 heures de garde à vue avec ton gars. Et de ta fenêtre de bureau, tu vois ce qui se passe chez toi, mais tu ne peux pas rentrer chez toi. Pour la simple raison que tu as un job à faire. Donc ça, c'est dur. Tu as tes gamins qui sont à l'école. Moi, je sais que j'ai mes deux filles qui étaient à l'école, qui étaient petites quand j'étais en gendarmerie. Des fois, elles sont en train de jouer dans la cour. Et au début, elles ne comprennent pas qu'elles ne peuvent pas venir te faire un bisou parce que tu habites sur ton lieu de travail. Donc concrètement, même si, alors moi c'était pas forcément vrai parce que moi ma cour de jeu n'était pas forcément là où j'habitais, mais potentiellement tu te dis que les gamins peuvent être des cibles parce que tu sais pas forcément qui t'es à côté de toi, quoi. Ouais. Donc le mec que tu as en garde à vue, il suffit qu'il voit que c'est ton gamin ou que c'est ta gamine, et puis après ça peut partir en cacahuète, quoi. Donc c'est pas facile de gérer la famille avec ce... Et puis la famille comprend pas toujours que les fêtes d'anniversaire t'es pas là, Noël t'es pas là tout le temps. Ils doivent comprendre quand même, parce que c'est pas comme si... Enfin, c'est pas comme l'entrepreneur qui part le week-end faire un chantier, je sais pas, je dis n'importe quoi. Enfin là, on est quand même sur des choses où... très très sérieuses. Enfin, je dis pas que le bâtiment c'est pas sérieux, mais oui, il doit y avoir forcément cette incompréhension ou ce manque au niveau de la famille. Mais c'est vrai que quand on est sur ce métier-là, j'imagine que on doit se dire aussi, y a pas le choix parce que c'est des obligations importantes, quoi. Ouais, mais toi quand t'es dedans, tu le vois pas, tu le vois différemment en fait. Quand t'es dedans, effectivement, tu veux toujours. Et puis le problème d'un métier comme ça, c'est que je parle d'une procédure PJ, c'est que quand tu commences à tirer un fil, très vite tu déroules, et puis tu peux ne pas rentrer chez toi en fait, parce que tu vas identifier un numéro, identifier une personne, et puis tu continues, et ça prend énormément de temps, c'est très très chronophage. Et la famille n'est pas forcément, même si tu as un mari ou une femme qui va t'épauler, qui va être là pour t'aider et t'assister quand il y a des coups durs. Il y a des moments où eux aussi ils ont envie de partager du temps avec toi et ils peuvent ne pas comprendre le fait que tu sois absorbé par ton boulot au point de pas rentrer en fait. Ouais. Moi je sais qu'à la fin il m'arrivait de commencer le boulot le lundi matin parce que j'étais en permanence, enfin de prendre ma permanence le lundi matin et puis de rentrer que le jeudi ou le vendredi où tu rentres très tard le soir, donc tes gamins sont couchés ou même des fois ta femme est couchée. Tu manges vite fait sur le pouce si t'as pas pu manger avec les collègues. Tu prends une douche et puis des fois tu vas te coucher, boum, ça ressonne, tu repars. Donc c'est vraiment une vie vraiment particulière. C'est vraiment, vraiment, vraiment particulier. Ouais. Et alors pourquoi l'immobilier? Qu'est-ce que tu as retrouvé dans l'immobilier que tu avais là-bas? Alors comme je disais tout à l'heure, moi ma vie professionnelle elle est un petit peu éclaté. Voilà, pour donner un peu le terme, j'ai pas suivi la voie de beaucoup de personnes à faire des études, bosser dans un job qui était en relation avec mes études. J'ai fait un peu tout ce qui se présentait à moi. Et pourquoi l'immobilier? Encore une fois, c'est un peu comme la gendarmerie, ça a été vraiment l'opportunité qui a fait que je me suis tourné vers l'immobilier. À cette époque-là, il fallait que je m'en aille. Je savais que j'allais partir de la gendarmerie. Je ne savais pas quoi faire. Au départ, je voulais monter une boîte de détective privé. C'était un peu ce que je voulais faire au départ. Parce que 14 ans passés en gendarmerie, j'étais un... Ouais, tu avais les notions, les compétences et l'expérience pour... Je commençais à toucher un petit peu ma bille en investigation. En recherche, en tout genre, j'arrivais à plutôt bien gérer cette partie-là. Et après, le problème, c'est qu'à force de faire que ça, tu te dis, je sais faire que ça en fait. Bon. La vie, heureusement, te fait voir que c'est pas vraiment ça. Mais du coup, à l'époque, je fréquente un club moto parce que je suis propriétaire d'une moto, une Harley Davidson, et je fréquente un club moto. Et dans ce club moto, j'ai une personne qui va devenir un bon ami, qui lui est agent immobilier. Et puis, de fil en aiguille, on fait un peu de sport ensemble, on fait de la course à pied ensemble. Et au détour d'une course à pied, il me dit alors qu'il connaît ma situation professionnelle, il sait que j'en ai plein le dos et que j'ai envie de partir. Il me dit que il va
chercher quelqu'un, pas forcément quelqu'un du milieu, qui pourrait former, pour dire retravailler avec lui. Et ça a commencé comme ça. J'ai dit bah écoute Banco, moi si tu veux, j'en ai marre, tu sais que j'en ai marre, je connais rien à l'immobilier, mais bah, je suis prêt à tout apprendre en fait. Et je suis arrivé dans l'immobilier à peu près juste un petit peu après le confinement. Donc, d'accord, du coup, c'était quelle année 2000, je commence vraiment, alors je commence un petit peu, alors maintenant je peux le dire, il y a prescription, je commence un peu en sous-marin, je fais le cumul Oui, ce que tu emploi, disais. gendarmerie et t'allais immobilier. prospecter donc. Bah, en fait, alors, à cette époque-là, j'habitais Soisy. Mes locaux de travail étaient à Montmorency, j'habitais à Soisy et je prenais le boulot à 8h à Montmorency. Donc je me levais le matin à 4h. 4h30, je partais prospecter pendant 1h, 1h30. Je rentrais chez moi, il était 6h, ouais, à peu près 6h du matin. Je prenais le petit-déj, je prenais la douche, je filais au boulot. Sur la pause méridienne, entre midi et 2, j'allais prospecter. Et le soir, lorsque je finissais, alors quand j'étais pas de permanence, parce que quand j'étais de permanence c'était différent, mais quand j'étais pas de permanence, j'allais encore bosser un petit peu. Donc ça faisait grosso modo 2h, 2h30 de prospection par jour. Faut le faire ça après le boulot. Et ça, on est étalé sur la journée, hein, entre Oui, le oui. matin, Non, le midi et le soir. Et en fait, j'arrive dans l'immobilier fin 2020, décembre 2020, je commence réellement, pour donner ma DEM mars 2021 et attaquer vraiment dans la foulée en tant qu'agent co titulaire, pour un vrai de vrai. Et c'est vrai que 2020-2021, bah, je fais grosso modo, des journées de prospection et tous les jours ça sonne et j'ai tous les jours j'ai des estimations. Donc du coup je me dis ouais, bah, c'est easy en fait. C'est parti. Ouais, je balance des flyers chez les gens, boum, ça appelle, c'est facile. Ah. Tu vois, toc toc, je connais rien, bonjour, hein, et puis les gens sont tout sourire, enfin je dis pas qu'aujourd'hui ils sont pas tous sourire, mais c'était super facile en fait. Enfin ça semblait facile. Donc du coup, Et puis il y avait le post-Covid aussi, il faut qu'on rappelle, c'est vrai qu'il y a eu un la réel situation, engouement, ouais, c'était facile. les taux étaient très très bas, du coup c'est vrai que ça bougeait beaucoup, donc oui c'était le bon moment pour commencer sa carrière. Et puis les premières coms tombent. Donc moi j'avais monté déjà ma micro-entreprise, donc les premières coms tombent, je les touche pas tout de suite parce que je voulais faire les choses propres, donc j'ai dit attends, j'attends de terminer mon job et voilà, je prendrai au moment où je serai pleinement dans l'IMO. Et c'est vrai que les premières qui tombent, c'était pas les coms de maintenant, quoi. Enfin, ça semblait plus facile. Donc du coup, tu te dis ouais, si c'est ça l'immobilier, tranquille quoi. Tranquille. Et puis malheureusement, malheureusement non, mais voilà, après ça s'est un petit peu durci et puis jusqu'à voilà, comme on connaît aujourd'hui où c'est un peu plus compliqué que quand j'ai commencé. Donc vraiment, je rentre réellement, voilà, 2021, mars 2021, j'arrête la gendarmerie, 1er avril 2021, c'était pas un poisson d'avril, c'était vrai de vrai. Je rentre en tant qu'agent co, ouais, c'était à ce moment-là. Donc ça fera 5 ans, là, en avril. Donc responsabilité, confiance, engagement, protéger, servir. Finalement, t'as pas trop changé de métier, t'as juste changé la manière de bosser. Ouais, complètement. En fait, moi, ce qui m'a plu dans l'IMO, c'est cet aspect chasse. Voilà, moi, quand j'étais en gendarmerie, c'est ce qui me faisait vraiment triper. C'était que voilà, tu partais de, bien souvent soit d'un renseignement, soit d'une plainte, avec 2-3 éléments. Et puis après, débrouille-toi, quoi, jusqu'à aller chercher les gars et les confondre en justice. Mais concrètement, là aujourd'hui, c'est alors avec des moyens beaucoup plus allégés. Il y a des beaux moyens quand même aujourd'hui. Hein. Enfin oui, attention, il y a des beaux moyens, mais bon, on n'est pas. C'est-à-dire à l'époque, voilà, ne serait-ce qu'un début de prénom, je pouvais loger la personne d'une façon assez facile et assez rapide. T'as dû regarder, il n'y avait pas moyen de garder les accès pour qu'on puisse retrouver les numéros et les adresses des clients. Malheureusement non. Et puis je pense qu'aujourd'hui tu peux plus trop t'amuser à faire ce qui se faisait il y a très longtemps en arrière. Mais non, il n'y a plus autant de facilité. Mais cela dit, ouais, l'aspect chasse, investigation, aller chercher les biens, trouver, contacter, enfin réussir à prendre contact avec les gens, c'est quelque chose qui est assez similaire avec mon ancien boulot. Et puis
Ce que j'ai réappris maintenant, parce que forcément c'était quelque chose que j'avais perdu en gendarmerie, c'est qu'en gendarmerie, t'es le patron en fait. Quand tu es enquêteur et que tu es une personne gardée à vue ou quelqu'un c'est toi qui mène la danse, c'est toi qui dit quand est-ce que tu commences, quand est-ce que tu finis, quand est-ce que tu vas dormir, tu vas faire pipi, voilà. Alors que maintenant, c'est plus pareil. Les gens, c'est eux qui vont t'apporter leur projet. Là, j'ai ça, et puis c'est toi qui t'adaptes. Donc c'est un autre métier, mais c'est similaire dans la mesure où tu sers encore l'humain, tu le protèges. Exactement. Et tu sécurises. Exactement. Et puis les gens, tu as une confiance mutuelle. Enfin, en tout cas, les gens viennent t'exposer leur projet. Et puis voilà, il faut que tu remplisses la mission et que tu atteignes les objectifs. Donc c'est cool. Donc ton passé dans la gendarmerie, du coup, ça change quoi pour tes clients ? Je dirais peut-être pour reprendre le terme d'une ancienne cliente à moi, la pugnacité. Ouais. Donc le fait que je lâche rien en fait, que la rigueur dans le travail et le fait d'être à fond sur ton objectif et de pas lâcher. J'arrive, alors ça je sais pas si c'est la gendarmerie qui me l'a amené, mais bon, peut-être quand même, mais j'arrive à cerner assez rapidement les personnes qui sont devant moi, donc savoir si tu as affaire à une personne qui va te raconter, qui va te chanter louange ou qui va te balancer de la farine, ou si vraiment tu es sur une personne qui a un vrai projet, qui parle vrai en fait. Donc ça j'arrive assez vite à savoir à qui j'ai affaire. Et ouais, sinon pour les clients c'est plus une rigueur de travail, une qualité de travail et le fait d'accompagner et de se mettre facilement à la place des gens, quoi. Enfin, une espèce d'empathie ou ce genre de choses que. Alors je dis pas que les autres agents ne l'ont pas, hein, mais c'est ce qui a pu m'être inculqué par mes années gendarmerie. Hein. Justement, empathie, parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, forcément, quand j'ai vu ton CV et que forcément, gendarmerie, 14 ans, en OPJ, c'est pas rien, et puis on a toujours avec les forces de l'ordre, on peut avoir une image, même si on a des connaissances et qu'on sait que c'est des humains, hein, et qui sont, tout le monde est différent. Mais c'est vrai que ce que j'ai aimé chez toi, alors oui, je me suis dit rigueur, ça on peut pas ne pas l'avoir en fait en gendarmerie, donc c'est de l'acquis entre guillemets. Bon, ouais. Il y en a peut-être quelques-uns. Voilà. Il y a des dossiers. Il y a des dossiers. Restez branchés, on fera peut-être un autre podcast là-dessus. Mais ouais, c'est cette empathie, on ressent vraiment chez toi ce truc-là, ce truc vrai, cette empathie envers les gens et de vouloir faire au mieux. Là, effectivement, dans le cadre de l'immobilier, donc pour aider les gens à concrétiser leurs projets. Non, c'est ce qu'on ressent chez toi, en fait. Ouais, concrètement, alors, après, on peut se dire que des fois, justement, un gendarme, ou on peut avoir un peu le visage fermé au premier abord quand on ne connaît pas. Mais c'est vrai qu'il y a un moment donné où, en fait, ton visage, tu t'ouvres et on ressent une réelle empathie envers les gens. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. C'est faux. C'est du bluff. Ouais, c'est du bluff. Non mais ouais, effectivement, alors ça, tu vois, ça a été une chose qui m'a été pour le coup inculquée par mon ancien collaborateur, donc la personne avec qui je bossais avant de bosser avec toi, qui m'avait dit une phrase qui m'est restée, une phrase qui pour moi est une phrase vraie. Il me disait que l'immobilier, c'était pas qu'une question d'argent. Et c'est vrai que c'est un métier dans lequel tu peux être amené à brasser, quand je dis brasser, n'est pas des Américains, mais voilà, avoir des grosses sommes entre les mains, entre guillemets, entre les mains. C'est des projets de vie avec des maisons des fois qui dépassent les millions d'euros, plusieurs centaines de milliers d'euros, voilà. Et c'est vrai qu'il y a, ça peut faire tourner la tête parce que moi quand je suis arrivé, un gendarme, je gagnais 2000 euros par mois. Alors, voilà, c'est un salaire moyen aujourd'hui, hein, c'est pas Mais bon, c'est vrai que quand tu arrives et que tu vois des fois des maisons à 500 000, 600 000 euros, tu te dis waouh, et que tu as des personnes qui peuvent les acheter assez facilement, ça peut te faire un petit peu tourner la tête. Surtout les premières coms que tu peux toucher qui peuvent être intéressantes. Mais c'est vrai que c'est une chose que mon ancien collaborateur m'avait dit, qu'il ne fallait pas toujours courir après l'argent et ne pas toujours faire
faire de l'argent une raison de, comment dire, enfin, il fallait pas voir que la notion argent en fait. Il fallait voir aussi derrière le projet des personnes, faire en sorte de travailler dans l'intérêt des personnes. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui pour moi avait du sens. Et c'est quelque chose que j'ai gardé et que j'essaye de garder l'esprit tout le temps pour me dire que voilà, il y a des fois des gens qui sont à 1000 euros ou 500 euros près et que si tu peux les arranger, tu les arranges pas. Effectivement, c'est vrai qu'on est dans un milieu où on parle beaucoup d'argent tous les jours, qu'il y a des fois des grosses sommes et que, étant donné que l'argent ne transite pas forcément dans nos mains, des fois on peut se dire que c'est des sommes fictives, entre guillemets, mais non, oui, pour une personne, 1000 euros, ça peut représenter beaucoup plus que une autre personne qui aurait un statut ou des moyens différents. Et effectivement, oui, notre métier, c'est ça, c'est avant tout de trouver l'entre-deux et que tout le monde soit content, de protéger les intérêts autant que le vendeur et que l'acquéreur, pour voilà, sécuriser, protéger et servir tous ces projets. Exactement. Alors, j'ai une petite boîte avec moi avec quelques accessoires. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, nous raconter une petite anecdote, une histoire, un ressenti, une émotion? Je te laisse. C'est moi qui choisis. C'est toi qui choisis. Ok, alors, déjà, ça c'est lorsque j'ai passé l'OPJ, c'était pour officialiser un petit peu le diplôme. Il y avait une société qui proposait ce genre de plaque commémorative avec ton grade, enfin en tout cas ton diplôme d'officier de police judiciaire et ton numéro de matricule dessus. Alors l'anecdote marrante, c'est qu'il y avait un peu de mytho quand même chez nous. Et j'ai vu quelques vieux briscards qui portaient comme ça la ceinture façon G.I. Joe, commissaire à la bavure. C'était assez rigolo. Donc ouais, c'était vraiment, moi c'était le truc que j'ai gardé chez moi pour dire faire quelque chose de sympa. Mais voilà, il n'y avait pas de connotation, je me trimballais pas avec, alors FBI, poussez-vous d'ici. Non, voilà, ça c'était le... Et qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as eu ce diplôme et cette première plaque? L'OPJ, ça a été vraiment... Moi, je l'ai eu en 2 fois. La première fois, je l'ai loupé de très très peu. Et, c'est dur l'examen? Ouais, alors moi je l'ai passé de deux façons différentes. Il y avait la première fois quand je l'ai passé, c'était vraiment... Enfin, je veux dire, avant c'était mieux, mais c'était vraiment pour le coup compliqué. Je pose ça là, hop, là, je reprendrai après. C'était vraiment compliqué, enfin je l'ai senti vraiment compliqué. Parce que enfin voilà, j'avais une classe au PJ qui était un peu péchue, donc c'était vraiment dur. Et l'année où je l'ai passé, on a eu vraiment un examen. Donc t'imagines un grand hangar, tu vois. Moi j'étais au CNIT, j'avais passé au CNIT, donc sous la Défense, juste à côté de la Défense. Un grand hangar avec plusieurs centaines de personnes qui venaient passer l'OPJ. Où tu as toujours quelqu'un qui va tousser, quelqu'un qui va rajuster sa chaise, donc tu as un brouhaha quasi ambiant. Et c'est vrai que les dossiers sur lesquels on a planché étaient assez compliqués. Voilà, c'était un cas pratique où tu bosses dessus, je sais plus, je crois que c'était 4 heures d'examen ou 5 heures, je sais plus. Où vraiment tu bossais l'après-midi complète sur le cas pratique, et c'est vrai que était assez compliqué. Donc celui-là, c'est la première fois que je l'ai loupé. La deuxième fois, je l'ai senti un peu plus simple, alors je l'ai eu. Et ouais, une fois que tu l'as, c'est la libération, parce que en gendarmerie, tu ne peux pas, alors je sais pas si c'est pareil en police, mais je pense que ça va être grosso modo la même chose, mais tu ne peux pas monter en grade si tu n'as pas l'OPJ. D'accord. Si tu n'as pas l'OPJ, tu restes donc agent de police judiciaire à vie. Tu vas arriver au grade de maréchal des logis, mais tu n'iras pas au-delà. Et si tu veux passer maréchal de logis chef, puis après adjudant, adjudant-chef et autres, jusqu'à major, qui est le dernier grade en tout cas des sous-officiers, tu es obligé de passer par l'OPJ si tu es en gendarmerie départementale. Donc du coup, c'était à la fois une satisfaction personnelle de te dire ça y est, je vais grandir parce que je vais pouvoir prendre des responsabilités, avoir des équipes et puis avoir des jeunes à m'occuper, et après avoir des équipes à gérer. Et puis aussi
grosse responsabilité professionnelle parce que moi je voyais au travers de ça le fait de pouvoir prendre la direction de certaines enquêtes un peu complexes et puis coordonner des forces d'intervention, parce que c'est pas forcément juste tu vas chercher une personne, des fois tu as des équipes des équipes à tiroir avec 5-6 gars, voire même des fois un peu plus, dans des régions différentes, ou donc tu peux mettre en place des écoutes téléphoniques, des balisages de véhicules, et tout ça en fait c'est le directeur d'enquête qui va le coordonner avec le magistrat qui est en charge de l'enquête. Et c'est vrai que tu as des relations qui sont beaucoup plus, je ne vais pas dire valorisantes, parce que encore une fois, le gendarme de terrain, il va trouver de la valorisation dans ce qu'il fait. Mais en tout cas, moi, quand j'ai eu le diplôme d'OPJ, je me suis dit, ça y est, là, je vais... Ouais, et puis tu deviens quand même un peu le chef, entre guillemets, aussi. Ouais, pas le chef, mais tu sais, je me voyais mettre le cuir à la bébelle, tu vois, et puis ça y est, j'ai le pétard à la ceinture, et puis ça y est, maintenant, c'est moi le shérif, quoi. Alors, ouais. Donc c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment fait kiffer quand j'ai eu l'OPJ. Ouais. Top. Donc voilà. Qu'est-ce que tu as d'autre à nous montrer? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Forcément, j'ai... Alors, il n'y a pas de moumoute sur celle-là, hein, mais la paire de menottes. Alors, celle-ci, je pense qu'il doit y avoir encore un peu d'ADN dessus. Hein. Celle-ci, ouais, c'est les... T'en as pincé beaucoup? Ah, il y en a quelques-uns. Et puis, c'était pas des filles. Hein. Enfin, pas que des filles, d'ailleurs. Mais ouais, non, c'était... Celle-ci, ouais, c'était ma paire à moi. Voilà. Donc bon, voilà, concrètement là, tu as la tiraille type du gendarme en unité PJ, voilà, le brassard gendarmerie. Ça c'est pareil, quand tu es en unité PJ, tu travailles qu'en civil, donc il peut t'arriver de travailler comme je suis habillé aujourd'hui, ou des fois un peu plus strict, suivant les cas dans lesquels tu vas. Bon, j'étais souvent plus strict que comme ça, mais donc oui, il faut que tu sois reconnu par les gens dehors, puisque tu arrives en voiture banalisée, tu arrives en civil, donc voilà, tu débarques brassard au bras, et puis les gilets tactiques que j'avais tout à l'heure sur la première image qu'on avait. Et puis voilà, donc c'est l'attirail complet du parfait gendarme. Ça te manque un peu, parce que du coup maintenant c'est télémètre, dossier, projet de vente et paire de clés. Alors ce qui me manque, alors je vais faire dans le Giro. Exactement. Ah, c'était sûr. J'avoue. Je vais faire dans ça, c'est le truc de même depuis qu'on est gosse de toute façon. Exactement, ouais, le gyrophare, ouais, putain, même pas. C'est vrai que il y a des moments où, alors un peu moins maintenant, mais c'est vrai qu'il y a des moments où c'est les ambiances qui me manquent en fait. Voilà, les dégagements avec les copains, les ambiances de boulot où même si t'es crevé, parce qu'il peut arriver que tu fasses des semaines on peut finir, où tu dors 3 heures par jour pour dire, tu te mets sur un coin de chaise et puis tu fais un somme. Mais l'adrénaline, la passion. Les gens sont crevés, mais t'arrives quand même dans la fatigue à trouver la niaque pour dire l'énergie pour pouvoir continuer ton taf et après à la fin quand tu arrives quand tu pinces. Pas forcément quand tu pinces. Moi je sais que les choses qui vraiment m'avaient vraiment marqué, on parlait tout à l'heure de certaines interventions. Mais quand tu es au tribunal, parce qu'en fait quand tu es gendarme, tu fais tout de A à Z, de la prise de plainte jusqu'au transfèrement, voire même des fois l'incarcération, c'est toi qui emmène le gars en prison. Tu fais tout de A à Z. Et bien souvent, en tant que directeur d'enquête, je faisais pas forcément l'équipe de transfèrement en fait, qui a transféré le gardé à vue au tribunal, mais des fois je participais dans la salle d'audience. Je m'étais avec le public avec les gens en fait. Je participais à l'audience sans forcément être appelé à la barre ou être dans le box avec le gardé à vue. Mais c'est vrai qu'avoir les victimes qui te reconnaissent et qui après viennent te dire merci, ouais, c'est plutôt cool. Hein. Gratifiant. C'est cool. Là tu te dis ouais, c'est une mission. Je sers à ça quoi. Ouais. Donc voilà, je ne sers pas juste avec des prunes. Donc c'est cool, non ça c'est cool. Ouais. Donc voilà, c'était Olivier Planck de chez JS Immobilier. Avant il protégeait, servait et sécurisait l'humain. Aujourd'hui c'est vos projets de vie qu'il sécurise. Si vous voulez être accompagné par quelqu'un qui sait ce que c'est l'engagement et la responsabilité, je vais vous mettre
les liens d'Olivier juste en dessous dans le lien de description. Et puis n'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre chez JS Immobilier. C'était Olivier Planck. Merci à vous et comme dirait Jordan, restez branchés.